Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief de la victoire de l'OL 2-1 face à Lille. La victoire était absolument nécessaire, d'autant que nos concurrents avaient eu la bonne idée de perdre, je pense notamment à Nice et à Monaco. D'ailleurs, Monaco qui s'est fait battre dans les toutes dernières minutes à Brest, juste avant d'ailleurs la prise d'antenne hier soir pour le live. Donc écoutez, on démarrait le match avec la banane en se disant que si on faisait le job, on allait passer au moins deux équipes, Nice et Lille, puisque si on battait Lille, évidemment, on passait devant. Donc on verra tout à l'heure au classement évidemment les conséquences très positives de cette victoire. Alors attention, c'est pas parce qu'on vient d'intégrer le top 4 qu'il faut s'enflammer pour la qualification en Ligue des Champions. Il y a encore beaucoup de matchs. 6. Ça peut bien se passer, ça peut mal se passer, les écarts sont extrêmement réduits, donc effectivement, à chaque match, vous remettez un petit peu les compteurs à zéro, donc il va falloir rester concentré jusqu'à la fin de la saison. Alors cette victoire, évidemment, on va surtout retenir les 3 points, parce que franchement, sur le contenu, c'était très compliqué quand j'ai vu que l'équipe, le journal L'Équipe, avait noté ce match 4 étoiles sur 6. J'ai dit franchement, si t'es pas supporter de l'OL, alors déjà si t'es supporter de Lille, t'as trouvé que le match était abominable, mais si t'es supporter de l'OL, t'es content parce que t'as pris 3 points. Mais si t'es supporter d'aucune des deux équipes, franchement le match il est horrible. Il se passe pas grand chose, ça joue lentement, les buts sont un peu des buts de raccro. Bref, franchement, il n'y a pas de quoi s'enflammer. Le niveau de jeu, pas terrible, beaucoup de pertes de balles, très peu d'intensité. Enfin, franchement, ça a été un match extrêmement médiocre et deux équipes, franchement, dont on n'a pas l'impression qu'elles étaient là pour aller chercher la Ligue des Champions. Bon, il se trouve que même si on n'a pas été exceptionnel, Lille a été encore nettement pire. Donc finalement, la victoire me semble tout à fait logique. On va regarder de toute façon dans les stats. Ça donne évidemment de la confiance avant de recevoir Manchester United jeudi prochain. Mais on va pas dire que ça nous rassure pleinement, notamment sur le plan défensif. Et puis dans la construction du jeu, ça reste encore très poussif. Alors on va regarder un petit peu quel était le 11 de départ, puisque Paulo Fonseca avait fait des choix quand même assez forts en laissant Miko Tadze sur le banc ainsi que Ryan Cherki, mais finalement Ryan Cherki il n'est pas resté longtemps sur le banc puisque dès la 7e minute, Ernest Nuama s'est blessé au genou. On ne connaît pas à ce moment l'importance de la blessure, mais semble-t-il, ça a l'air quand même assez sérieux. Donc on a hâte que Malik Fofana revienne, parce que sinon on est vraiment déplumé dans les ailes. Du coup, ce sont surtout les latéraux, Tagliafico et Maitland Nice, qui sont obligés d'apporter un écho offensif. Bon, c'est pas une situation idéale à l'évidence. Donc on démarrait avec l'ami Lucas Perry, évidemment. Tagliafico donc à gauche, Niakate, Mata, on a l'habitude, Maitland Nice à droite, Matic et Tessman devant la défense. Almada, alors là, positionné en ailier gauche, mais bon, on va dire, il se baladait un petit peu partout, tout comme Tolisso d'ailleurs, qu'on a retrouvé souvent dans l'aile gauche pour centrer, et donc Nuama qui n'est resté que 7 minutes sur le terrain. Lacazette en pointe. Bon, un début de match, les amis, compliqué. On le voit sur l'attaque momentum, c'est vraiment Lille qui a le mieux démarré, marquant dès la première minute. Un corner évitable de Tessman, et puis à nouveau une défense d'une passivité absolument incroyable. On a le joueur de Lille, Diakité, qui est quasiment au milieu de 6 joueurs, et c'est lui qui prend le ballon, et en plus sans trop d'efforts. Franchement, en termes d'agressivité, c'est pas possible. Démarrer un match comme ça, un match que vous devez absolument gagner, franchement, on était vraiment déçus. Alors on pouvait espérer qu'après ce but, on aurait une réaction puissante de nos joueurs, et pas du tout. De toute façon, on le voit ici. Alors désolé, on est en vert, mais regardez, il ne se passe rien du tout. Mais rien de rien de rien. C'est affligeant, c'est abominable. On se dit, on n'y arrivera jamais.
Et alors, vraiment, au moment où on s'attend le moins, Lacazette qui reprend un centre de, je crois, Maitland-Niles, et qui obtient un penalty puisque Thomas Meunier étend son bras devant lui et le ballon touche le bras. Penalty donc indiscutable, marqué très très bien d'ailleurs par Lacazette. D'ailleurs, on a vu sur les stats du match que le gardien, il n'avait pas trop étudié les pénaltys de Lacazette. Or, il n'était pas complètement impensable que Lacazette ait un penalty, puisqu'on a vu sur une infographie avant le penalty de Lacazette qu'il avait marqué tous ses penaltys de ce côté-là, sauf un. Mais il avait beaucoup plus raté du côté gauche. Donc bon, le gardien finalement part effectivement à gauche et Lacazette tire à droite tranquillement. Ça nous permet de revenir quand même de manière un peu inespérée, on va pas se mentir, à égalité juste avant la mi-temps, et ensuite on enchaîne une période plutôt positive. Donc bon, on se dit voilà, on a remis les choses en place, on va repartir en deuxième mi-temps comme un boulet de canon, pour finalement prendre l'avantage face à une équipe de Lille qui n'a pas fait grand-chose non plus, parce que quand je dis que le match a été d'un ennui mortel, certes l'OL n'a pas fait grand-chose là à partir de ce moment-là, mais Lille c'est pareil, il n'a pas été très dangereux. Mais malheureusement, le début de seconde mi-temps, je dirais, est dans le prolongement de toute cette partie de première mi-temps. Mou, nul, ennuyeux, il se passe rien. À la 50e ou 60e minute, je dis dans le live, j'ai l'impression que les deux équipes se satisfont du match nul. Parce qu'en fait, il n'y avait aucune intention. Vous voyez que Lille ne fait absolument rien du tout jusqu'à la 65e, et nous, on ne fait pas beaucoup plus. Ils ont un petit coup de chaud ensuite, et nous, on marque le but. Là encore, un moment vraiment, on ne s'y attendait pas. Anne Cherki, donc, je dirais, à l'initiative dans la surface de réparation. Il centre de l'autre côté, c'est remis, je crois, par Tagliafico. Ça arrive sur Tolisso qui donne à Cherki. Cherki avait beaucoup de sang-froid, qui contrôle le ballon et bat le gardien Chevalier. On a espéré ensuite pouvoir mettre le troisième but et se mettre à l'abri. Ça n'a pas été le cas, notamment Thiago Almada qui rate une occasion absolument incroyable sur un très beau centre de Mikotadze. Almada, il a manqué d'expérience sur cette action parce qu'en fait, il est vraiment tout seul face au but et face au gardien. Le centre vient de la gauche, donc ce qu'il faut faire dans ces circonstances-là, c'est tirer dans le replacement du gardien. Lui, il tire tout droit, le gardien est devant, alors le gardien fait un bel arrêt, mais voilà, s'il tire dans ce qu'on appelle le replacement du gardien, il le prend à contre-pied, l'autre il peut rien faire. On était à 3-1, on terminait le match tranquillement, alors que là, quand même, on a souffert. Ça n'a pas été facile dans les 10 dernières minutes, mais bon, globalement, je pense que quand même, la victoire est méritée. Même si, il ne faut pas se voiler la face, les amis. Regardez ici, entre la minute 0 de la première mi-temps et la 35e, on ne fait rien. On ne fait rien du tout. Deuxième mi-temps, c'est pareil. On commence, c'est le vide intersidéral, jusqu'au but de Cherki. Donc, moi, je trouve pas ça hyper rassurant parce que lors du match face à Strasbourg, on nous dit oh là là, encore un complot de la Ligue qui nous met un match le vendredi pour qu'on perde, et parce que comme ça, voilà, nos Brésiliens, nos Argentins, ils reviennent juste de là, idem Niakate. Bon, ok, on est fatigué. On est fatigué en deuxième mi-temps, voilà, la Ligue a réussi son complot, réussir à nous faire perdre en nous mettant un match le vendredi. Bon. Et là, on joue samedi, plus d'une semaine de repos, et on montre une équipe totalement apathique pendant quasi 40 minutes. Alors, au début, on se fait prendre parce que Lille démarre très bien, pressing très haut, etc. Mais au bout de 10 minutes, Lille, il n'y a plus rien. Donc on a du rien contre du rien. Alors certains disent, oh là là, quelle bataille tactique. Pas de bataille tactique du tout. Du vide contre du vide, du jeu là comme ça entre les 30 mètres adverses et nos 30 mètres, voilà, du pouce ballon.
rien du tout, pas de tactique du tout, c'est manque d'intention, manque d'énergie, manque de tout ce qu'on veut. Et moi, je ne comprends pas qu'on puisse manquer d'énergie après avoir eu bah, plus d'une semaine pour préparer ce match. Alors je me dis, on joue Manchester jeudi, donc là, pour le coup, on peut s'attendre quand même à une grosse débauche d'énergie, avec en plus des rotations limitées. Et les rotations limitées, c'est quand même la responsabilité des dirigeants. Je reviendrai très souvent sur le prêt de Diawara et le prêt de Benrahma. Si vous n'avez plus de rotation dans les ailes, si vous n'avez pas de rotation au milieu de terrain, c'est de la faute des dirigeants. Bon. Donc je me dis, si on fait un gros match contre Manchester, qu'est-ce qui va rester dans les chaussettes pour le prochain match de championnat? Vraiment, je me pose la question, les amis. Alors le prochain match de championnat, il sera à Auxerre. Bon, c'est pas une équipe exceptionnelle, mais bon, une équipe quand même qui a donné du fil à retordre au gros du championnat, qui a un jeu assez cohérent et qui peut vraiment vous piquer dans le jeu de transition. Donc attention, la semaine qui vient est pas si facile que ça, et la semaine suivante avec le match retour à Manchester United, franchement, c'est pas facile. Faut pas croire que là, bon, oui, on est quatrième, mais rien n'est acquis. Rien n'est acquis du tout. Ça peut vite tourner, donc il va falloir rester focalisé. Et moi, je m'inquiète quand je vois qu'après plus d'une semaine de repos, plus d'une semaine de travail, notre équipe déjà prend un but au bout d'une minute, alors que Paulo Fonseca nous a dit la défense, c'est vraiment notre leitmotiv cette semaine. Bon, boum, au bout de 47 secondes, but. Et puis derrière, panique totale, hein, c'est vraiment tac. Et je trouve que l'animation offensive, elle est pas bonne du tout. Elle est pas bonne, il se passe rien, c'est n'importe quoi. L'impression que, bah voilà, on fait 60 000 passes à 2 mètres latérales. Enfin bon, je trouve ça, moi je trouve ça inquiétant quand même. Je trouve ça inquiétant sur le plan physique, sur le plan du jeu, parce que finalement, bah, le jeu hier, franchement, il n'a pas transcendé, hein. Loin de là. Mais bon, en plus, face à un Lille, j'ai trouvé cadavérique, hein. Ils ont super bien commencé, mais alors derrière, c'était vraiment le néant absolu. Donc bon, on est content. Attention, on est content, on est quatrième. Mais je veux dire, il faut pas non plus se voir plus beau qu'on est. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, hein. Évidemment, chacun a le sien. Mais moi, bon, le match que j'ai vu hier, oui, les 3 points, je les prends avec gourmandise. Mais le fond du jeu, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement, il ne m'a pas du tout, mais alors pas du tout convaincu. Bon, voilà, c'est un peu des exploits individuels. Le penalty de la Casette, c'est lui qui le provoque, mais bon, c'est quasiment la seule occasion de la mi-temps. Enfin, je veux dire, voilà, le but de Cherki, bon, bah ok. Là aussi, un peu un exploit individuel. Mais bon, à part ça, oui, alors il y a le cas d'Almada, mais bon, il n'y a pas grand-chose quand même à se mettre sous la dent. Donc, bon, moi, je trouve ça quand même insuffisant après autant de préparation. Et le Fonseca Ball, je l'attends, parce que moi je ne le vois pas tellement. Alors on va me dire, oui, mais regarde, on a encore mis 2 buts hier, c'est le, je sais plus, 10 ou 11e match consécutif où on met plus de 2 buts. Oui, bon, ben d'accord, mais bon, voilà, je suis pas convaincu. J'espère que contre Manchester, on va montrer quand même un autre visage, parce que je pense que si on joue comme ça contre Manchester, même si c'est pas le grand Manchester, d'ailleurs ça va être intéressant les amis, puisque tout simplement il y a le derby de Manchester cet après-midi. Manchester United face à Manchester City, donc ce sera très intéressant à regarder. Alors vous me direz, les deux équipes ne sont pas au top, hein, ça c'est clair. Mais bon, écoutez, un bon résultat de Manchester United face à City, franchement, ça les mettrait en confiance. Je ferai de toute façon une présentation spéciale du match de Manchester, Olympique Lyonnais Manchester United, pour regarder un petit peu les forces en présence. Alors les stats nous sont quand même favorables, hein, il faut le dire, avec 1,82 XG, mais n'oublions pas qu'il y a un penalty à 0,75, donc on va dire un peu plus de 1 XG pour l'OL, 0,91 pour Lille, qui a marqué un but, hein, donc conforme à ses stats, bon, comme nous aussi, hein, puisqu'on a un 82 mais 2 buts. Les grandes chances, 2 pour nous, 1 pour Lille, 10 tirs de chaque côté, 3 arrêts pour Perry, 2 pour Chevalier. Bon, vous voyez, ça n'a pas non plus quand même été la folie.
Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires sur la qualité du match. Moi, je trouve franchement que ça a été une purge absolue et que bon, la seule chose pour moi qu'il y a à retenir, ce sont les 3 points. On va regarder notre ami DataOL, qui évidemment nous donne des statistiques avancées. On le remercie pour son travail et je vois qu'il se rapproche des 10 000 abonnés. 9 447. Ça se rapproche, les 10 000. Courage à vous, les amis. Alors, les joueurs lyonnais les plus décisifs cette saison. Ryan Cherki, 16 buts et passes décisives. Il fait une saison de folie, Ryan Cherki. Lacazette 13, Mikotadze 12, Tolisso 10. Tolisso, quand même, c'est bien. Hein. Je crois qu'il est à 8 buts et 2 passes D. Quand même, c'est très très bien. 6 tacles pour Maitland Nice face à Lille. Record dans le domaine. Pour la 4e fois de suite. Ah, il revient bien, Maitland Nice, ça faut le dire. Il a eu un coup de moins bien, mais ça revient très très fort. Alors, Ryan Cherki à l'OL, 100 matchs en tout sur 88 minutes. Bon, c'est un peu bizarroïde, mais c'est comme ça. 67 fois décisif, donc 26 buts et 41 passes D. L'OL a inscrit au moins 31 buts, a inscrit 31 buts en 11 matchs sous Paulo Fonseca, 2,8 buts par match et n'a jamais inscrit moins de 2 buts sous le coach portugais. Non, c'est bien, c'est bien. Et c'est surtout, je pense, un regain d'efficacité, ce qui n'était plus le cas sous les derniers matchs de Pierre Sage. Tolisso, donc 95 ballons touchés, 85% de passes réussies, 36 passes réussies dans le camp adverse, 3 passes clés, c'est le meilleur du match, une passe D, donc la passe sur Cherki, 57% de duels gagnés et 2 tacles réussis, 9 ballons récupérés par Tagliafico face à Lille. Ryan Cherki est impliqué sur 40,5% des buts de l'OL en 2025. Alors c'est à la fois bien pour lui, mais c'est un peu inquiétant pour nous. Bref, total de tirs, bon tout ça on a vu, c'est pas très intéressant. On va continuer avec les notes de l'équipe, puisque on va le retrouver dans les notes. Oui, victoire de l'OL, mais quand même pas des prestations énormes hein, de la part de nos joueurs. Perry 6, Niakate 6, Mata 7. Mata qui je trouve effectivement a fait un très bon match. Maitland Nice 7, Tagliafico 7, Matic 5. Je trouve ça un peu dur pour Matic. Il est sorti assez tôt, mais je trouve qu'avant ça, il a plutôt été actif. Il n'a pas perdu trop de ballons. Il a plutôt justement essayé de trouver des passes vers l'avant. Donc je trouve que c'est un peu dur pour lui. Tessman 4, bon, Tessman il fait une première mi-temps dégueulasse, hein, parce que non seulement il donne le corner qui amène le premier but, comme d'autres, hein, il n'est pas au marquage sur le but, et puis il perd énormément de ballons. La deuxième mi-temps a été moins mauvaise. Tolisso 5. Tolisso, oui, quand on regarde ses stats brutes, elles sont pas si mal. Mais par contre, il y a les intentions. Et alors, qu'est-ce que c'est lent? Mais vous me direz, bon, voilà, c'est Matic, Tessman, Tolisso, c'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Le ballon n'avance pas. Enfin, vraiment, tout ça, c'est d'une lenteur absolument incroyable. Almada 5 qui m'a beaucoup déçu, Almada. Mieux en deuxième mi-temps, encore une fois, c'est lui qui a couru le plus. Mais par contre, je l'ai trouvé, de toute façon, il suffit de voir l'attaque momentum qu'on a vue. Il ne se passait rien dans le jeu. Et à partir de la 7e minute, on a quand même Almada et Cherki sur le terrain. Donc il aurait dû se passer des choses. Mais il ne s'est rien passé. En plus, Almada, il rate une occasion hallucinante. Donc moi, je n'ai pas du tout aimé le match d'Almada. 5, je trouverais même que c'est bien payé. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Alors bien payé aussi pour Lacazette, parce que 6 pour Lacazette, excusez-moi les amis. D'accord, il provoque le penalty, il met le but, c'est quand même de la stat. Alors à côté de ça, on n'a vraiment rien vu du tout. Bon, je trouve ça généreux pour tout vous dire. Là aussi, bon, Cherki n'est pas noté, c'est un peu idiot leur truc parce que ils ont mis quand même 6 à Cherki ici, on le voit en dessous. Oui, alors, il met le but, il met le but. Bon, je dirais que pour Lacazette et pour Cherki, ils ont 6 parce qu'ils mettent un but. Mais sinon, bon, c'est pas satisfaisant. C'est clairement pas satisfaisant. De toute façon, globalement, l'équipe, je trouve, a été insatisfaisante. Et les notes sur Tagliafico, Mata, Maitland Nice, là aussi, elles sont un peu boursouflées parce que finalement, on n'a pas été mis en danger. Hormis au tout début du match.
et on prend un but. Mais après, Lille, on les voit plus. On les voit plus. En plus, faut bien le dire, sur une contre-attaque, ils auraient même pu mettre un deuxième but, raté par Fernandez Pardo, qui est en 1 contre 1 face à Perry, et il tire sur la tête de Perry. Certains ont dit « Oh là là, l'arrêt de Perry !» Il n'a pas arrêté de la tête, c'est l'autre qui lui met sur la tête. Il a raté son piqué, Bon bref, donc mettre des super notes aux défenseurs, je trouve ça un peu généreux, parce qu'ils n'ont pas été tellement sollicités. Alors le peu qu'ils ont été sollicités, ils ont été plutôt pas mal. Maitland-Niles, c'est lui qui donne quand même la passe sur la casette pour le penalty, donc voilà. Bon, alors Tagliafico, oui, la grinta, tout ce que vous voulez, mais bon, ah, si ça suffit à avoir 7 sur 10, écoutez, moi je trouve que voilà, faudra pas grand chose pour avoir un 8 ou un 9 sur 10, hein, parce que franchement, bon bref. Donc pour moi, tout ça, ça vaut 5-6, pas plus. De toute façon, l'équipe, je vois pas un joueur qui pourra avoir plus de 5 ou 6, vu la performance globale de l'équipe. Bon, Fonseca à 6, bon, toujours difficile de noter un coach qui n'est pas sur le banc. Je comprends pas tellement que même qu'il soit noté. Bon, bref, c'est comme ça. Alors peut-être certains trouvent que je suis pas d'un enthousiasme débordant, après quand même une victoire qui nous permet de nous mettre sur le podium. Pas sur le podium, pardon, dans le top 4. On va d'ailleurs regarder tout de suite le classement. Donc voilà, premier, le Paris Saint-Germain, donc, qui a remporté officiellement le titre de champion de France. Bon, il n'y avait pas beaucoup de suspense. Monaco, qui se retrouve donc à 50 points, deuxième du championnat, mais sous la menace de Marseille qui va jouer ce soir face à Toulouse. Donc 50 points, Marseille 49, l'OL 48, ce qui veut dire qu'on est à 2 points du podium, puisque si Marseille s'impose, Monaco se retrouvera troisième, donc on est vraiment très très proche. Et cette fameuse finale pour le podium qui s'annonce à l'avant-dernière journée de championnat, avec notre déplacement à Monaco. Monaco, donc j'ai regardé le match face à Brest. Ils ont bien commencé, mais après vraiment, ça a été compliqué. Donc oui, finir sur le podium, ça paraît quand même tout à fait jouable. Dans les projections que j'ai faites il y a quelques semaines, je pensais que Marseille allait finir deuxième, évidemment. Je reste sur ce pronostic. J'avais pronostiqué que Lyon finirait troisième et je pense qu'effectivement c'est faisable. Voir l'impact de la Ligue Europa, qu'on se qualifie ou qu'on ne se qualifie pas, parce que si on se qualifie, ça fait plus de matchs. Si on ne se qualifie pas, il peut y avoir un coup au moral, hein, ça c'est une évidence. Donc voilà, en tout cas, bon, on a fait ce qu'il fallait. Lille et Nice décrochent quelque peu, mais vous voyez quand même que les écarts sont infimes, hein, puisque Strasbourg va jouer aujourd'hui. Je crois qu'il se déplace à Reims, hein, je ne suis pas certain. Je vérifie tout de suite, les amis. Tac, 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 Strasbourg. Oui, voilà, il se déplace à Reims. Donc, vous voyez, admettons que Strasbourg ne prenne ne serait-ce qu'un point. Il n'y aurait que 3 points entre la 7e et la 2e place. Ce qui veut dire que absolument rien n'est joué. Alors, c'est du stress. C'est aussi excitant, parce que ça veut dire que la 2e place n'est pas totalement hors de portée, la 3e place également. Mais évidemment, en cas de mauvais résultat, vous pouvez passer de 3-4 à 6-7. Hein, donc tout peut se passer, et on ne peut pas totalement éliminer Brest pour les 7 premières places, puisque si Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France, la 7e place devient qualificative pour la Conference League, et donc Brest n'est pas totalement hors jeu, puisqu'ils sont à 3 points de Strasbourg et 4 points de Lille. Donc vraiment une fin de championnat, mine de rien, très très intéressante, très excitante pour toutes ces équipes-là, et notamment pour nous, mais quand même un peu avec beaucoup de stress, de se retrouver un peu dindon de la farce. Donc c'est pour ça, les amis, que je ne suis pas super enthousiaste aujourd'hui. Je suis content, évidemment, d'être dans le top 4, d'avoir pris les 3 points. Mais ce que je vois sur le terrain me semble quand même léger. Ça me semble léger. Ça, plus la deuxième mi-temps contre Strasbourg. Ça me semble léger pour la double confrontation face à Manchester United.
Et ça me semble léger pour tenir le choc sur les 6 prochaines journées de championnat. J'espère me tromper, évidemment. J'espère une réaction, mais franchement, moi, ce que j'ai vu hier, ça ne m'a pas tellement rassuré. Comme je l'ai dit plus tôt, je prends les 3 points avec gourmandise, mais je ne m'enflamme pas. Alors, Ryan Cherky, justement, à qui on demande ça fait quoi d'être dans le top 4? Il dit rien du tout. Il est toujours cash, Ryan Cherky, c'est ça qui est marrant avec lui. On n'est pas là pour regarder le classement, on est là pour jouer chaque match comme une finale. Chaque point sera bon à prendre et à la fin de la saison, on regardera le classement. Des morts de faim, c'est ça votre identité. On a vu l'engagement que vous avez mis avec le tacle que vous faites en fin de match. Chaque match sera une finale. Bon, il faut changer un peu de discours, Ryan. On n'est pas là pour rigoler avec nos adversaires. Il faut qu'à chaque fois qu'ils viennent ici, ils sentent qu'il n'y aura rien pour eux. Donc effectivement, on a faim. Moussa Niakate qui s'est exprimé également. Donc vous retrouvez le top 4 grâce à cette victoire et les revers de Nice et Monaco. Mais je pense que dans le passé aussi, ils ont pu profiter de nos accros. Un championnat, c'est très long. Il reste 18 points en jeu. Il ne faut pas lâcher. Si on a fait une excellente opération ce samedi, mais que les 6 derniers matchs ont fait n'importe quoi, ça ne servira pas à grand-chose. C'est important d'utiliser cette victoire contre un concurrent direct pour vraiment lancer ce sprint final. Vous avez eu du mal jusqu'au pénalty de Lacazette. Il a fallu se relever de ce but encaissé d'entrée. C'est vrai, on ne s'attend pas à prendre un but au bout d'1 minute de jeu. On l'a déjà fait contre Strasbourg en début de saison. On a montré notre force mentale. On s'impose 4-3. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre saison. Elle n'est pas parfaite. Ça, on l'a encore prouvé ce samedi soir. Mais la force de caractère de ce groupe, la qualité technique et les remplaçants qui font toujours la différence, c'est super important. Vous voyez, un Moussa Niakate, le grand sage. Autant parfois sur le terrain, Moussa, il nous fait peur. Mais par contre, dans le ciboulot, le mec, il en a. Il a cette autorité, vraiment. Je veux dire, voilà, si vous cherchez un capitaine pour la saison prochaine, je pense que Moussa Niakate, s'il reste, effectivement, il pourra vraiment l'être. Donc, ça fait plaisir, cette victoire fait plaisir. Le fond n'a pas été parfait, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on récupère une place dans le top 4 avec la perspective d'aller chercher le podium. On fait le plein de confiance avant de recevoir Manchester United. Il va falloir quand même hausser le niveau, les amis. Mais vraiment de beaucoup, parce que ce qu'on a montré hier, ce ne sera pas suffisant. Mais bon, ça rend toute cette fin de saison excitante. Vous le savez aussi, pour les finances, se qualifier pour la Ligue des Champions, c'est presque un impératif. C'est presque un impératif. Mais pour ça, il faudra aussi que Eagle Football Holdings apporte des sous dans les caisses pour finir la saison et passer devant la DNCG, parce que croyez-moi, ça c'est un autre gros dossier d'ici la fin de la saison. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne, activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.